Je vais bien, comment vas-tu? Comment allez-vous amis et amies? Nous allons commencer, en raison du problème largement connu de tous, cette classe à distance ou modalité virtuelle correspondant au sujet pratique notarial 2 du cycle notarial que l'Université catholique de Santa Fe dicte au siège de Posadas. Comme nous le verrons ci-dessous, le thème ou bloc thématique choisi pour commencer est celui faisant référence au régime patrimonial du mariage et de la cohabitation. Un peu de ce qu'on synthétise dans cette phrase, qu'on y voit ceci du mien, du vôtre, du nôtre. Alors, quelle sera la méthode à suivre dans l'élaboration de ce bloc thématique? Pour ce faire, je voudrais vous montrer comme dans le programme propre du sujet, de notre pratique notariale 2, le thème patrimonial du mariage est envisagé mais de manière minimale, oui. Quelques problèmes isolés, qui ne sont pas liés et qui peuvent nous faire perdre la vision d'ensemble. Je leur montre le programme de pratique notariale 2 et ils remarquent comment les sujets sont vus. Par exemple, celui faisant référence à la liquidation de la société conjugale, où il nous demande de parler des formalités, des actes d'habilitation, et aussi celui faisant référence au partage extrajudiciaire, où là encore il ne pose pas la question des formalités et des différentes hypothèses. Il est clair que ces sujets vont être traités dans ce bloc thématique que nous allons commencer à développer, mais nous allons le faire en suivant le guide suivant avec des critères pédagogiques, avec des critères didactiques. On y voit donc l'intégralité ou l'approche générale du sujet, à partir de là que l'on donne déjà comme titre le régime patrimonial du mariage et du concubinage. Donc, dans ce but, par exemple, nous allons voir au début ce qu'on appelle l'aspect méthodologique. Nous allons faire une comparaison entre le Code civil de Vélezano, comment il a traité la question patrimoniale du mariage, puis nous allons le comparer dans la façon dont il a été traité du point de vue méthodologique par le nouveau Code civil et commercial de 2015. Ensuite, nous continuerons avec ce qui se réfère aux conventions matrimoniales, les soi-disant pactes ou accords de préannonce, un institut qui, bien qu'il ne soit pas nouveau pour le droit civil ou privé argentin puisque M. Dalmacio Vélez Sarfiel les avait initialement prévus dans son code, ils ont eu peu d'application dans la pratique, en raison de la réglementation quelque peu déficiente de celle-ci et, surtout, en raison de la faible diffusion de l'existence de l'institut susmentionné. Nous allons étudier comment ce nouveau code civil et commercial les responsabilise, les revitalise, augmente le nombre d'objets possibles qui peuvent y être placés et nous espérons qu'avec l'usage quotidien et avec le temps ils en feront un institut auquel les demandeurs et les particuliers assistent avec une plus grande assiduité. Nous poursuivons l'élaboration de ce guide sous forme de simple aperçu afin que vous ayez une vision globale de tout ce que nous allons étudier. Nous allons approfondir ce troisième point dans l'analyse du système dit primaire ou régime primaire. Quelle est l'importance d'étudier ce système? Ce sera le suivant. Le dit système s'appliquera aussi bien au régime de la communauté qu'aux époux qui choisissent pour eux-mêmes le régime de la séparation des biens, donc il s'applique en définitive aux deux régimes patrimoniaux. Ensuite, nous allons entrer pleinement dans le régime classique que nous avons tous étudié dans le diplôme, dans la carrière juridique, lors de nos études de droit de la famille et nous avons commencé à étudier, à développer le SAF patrimonial du mariage et nous avons tous étudié à l'époque étudiants notaires aujourd'hui, futurs notaires professionnels, nous avons étudié le régime communautaire en licence de droit. Nous allons revoir les grandes lignes directrices, car finalement aujourd'hui c'est l'un des régimes patrimoniaux possibles auxquels recourir pour réglementer les aspects patrimoniaux du mariage et nous allons voir ensuite ces critères de délimitation et de distinction des biens propres et communautaires. Quelle est l'importance de cette distinction? Tant au moment de la gestion, que plus tard au moment de la liquidation de la communauté. Nous allons étudier des cas controversés que nous allons y nommer dans le guide sous le nom de cas limites.
C'est-à-dire que cela donne à penser ou qu'ils sont les leurs ou qu'ils sont la propriété ou qu'ils sont en partie les leurs ou en partie la propriété. Nous allons étudier précisément quelles sont les directives que le code lui-même nous donne pour faire une qualification aléatoire et ne pas faire d'erreur dans cette tentative. Concernant ce régime communautaire, nous allons également étudier les causes de dissolution de la communauté. Communauté qui sous l'Ancien Régime était traditionnellement dissoute, soit par décès, soit par divorce, et nous allons voir comment il y aura aujourd'hui une cause volontaire de dissolution du régime communautaire et sans extinction du lien matrimonial. Eh bien, nous allons également étudier un sujet très intéressant avec beaucoup d'applications dans le FAS ou la pratique notariale, comme la question de la division des biens de la communauté, c'est-à-dire la division de la propriété de la communauté, sous quelle forme doit ce soit fait, quels réticules précédents ils doivent être demandés et nous verrons avec un survol puisque la question faisant référence au système de récompense est un sujet plus approprié pour l'avocat opérateur juridique, un système qui est appliqué au moment de dissoudre le sceau. On passe ensuite à l'autre régime, le régime entre guillemets roman, qui est celui se référant au système ou régime de séparation des biens. Nous allons faire une caractérisation, nous allons étudier et apprendre comment les actifs sont appelés dans ce régime, quelles sont les causes de sa cessation. Et nous allons voir que, par rapport à un régime communautaire, bien que les époux vont se retrouver avec un régime allégé, en termes de contrôle et de gestion du patrimoine de chacun d'eux, il ne faut pas oublier que malgré cela là-bas les époux même s'ils choisissent la séparation de biens, le régime primaire leur est applicable. N'oublions pas cette question. Nous allons clore le bloc thématique avec l'analyse des unions de cohabitation. Ce qu'on appelait, dans le cadre de la communauté, le concubinage. De nos jours, nous connaissons la dénomination technique union conviviale, nous allons en faire une caractérisation, nous allons étudier quelle est l'importance de les enregistrer et s'il existe en tout cas d'autres moyens de preuve avec lesquels l'existence de celui-ci. Nous allons également voir ce qui se réfère aux pactes dits de coexistence, qui sont prévus par la législation, et nous verrons s'ils peuvent effectivement avoir une importance pratique au quotidien ou non. Et enfin, nous allons également étudier quelles sont les causes de la résiliation de la soi-disant union de coexistence. Eh bien, dans cette intelligence, commençons alors à développer ce que l'on appelle le premier sujet que nous avons prévu dans le guide était la question méthodologique de faire cette comparaison entre le code Vélez et le code civil et commercial en vigueur depuis août 2015. Eh bien, passons à l'analyse de celui-ci. Vélez Code, on se souvient qu'il avait ou possédait 4 livres, le deuxième livre étant celui se référant aux droits de la personne dans les relations civiles. Deuxième livre qui comportait 3 sections, la première section faisant référence aux obligations, la deuxième section que nous avons tout étudiée dans le droit civil tant attendu et bien aimé, une partie générale faisant référence aux faits et actes juridiques, et la troisième section faisant référence au contrat. Et cette troisième section de contrat, à son tour, était subdivisée en 18 titres, dont le premier était dédié au contrat en général, et les titres restants à chaque contrat type en particulier. À son tour, le titre 2 ou 2 a été consacré par M. Dalmacio Vélez Sargiel au soi-disant partenariat conjugal ou contrat de partenariat conjugal, régi par les articles 1217 à 1322 de son Code civil. On remarque alors le tempérament, l'imprégnation que Dombelé Sarfiel donne à la question patrimoniale du mariage, c'est-à-dire une approche contractualiste de la question. Don Dalmacio Vélez Sarfiel a compris cet aspect patrimonial du mariage avec une approche contractuelle, comme s'il s'agissait ou comme s'il s'agissait d'un autre contrat. Nous arrivons à nos jours et nous sommes situés dans la loi 26-1994, sanctionnée par le Congrès national fin octobre de l'année 2014. Selon la dite loi, il devait initialement entrer en vigueur le 1er janvier 2016 et par la loi subséquente sa validité a été anticipée, son entrée en vigueur le 1er août 2015. Ce code comporte 6 livres, le deuxième livre étant, oui, celui consacré aux relations familiales.
S'il y a quelque chose qu'il faut souligner à propos du nouveau Code civil et commercial, c'est sa pureté ou propreté méthodologique dans le traitement ou l'organisation des enjeux. Voyez comme il est prolixe lorsqu'il s'agit de subdiviser les titres de ce deuxième livre sur les relations familiales, et nous constatons qu'alors le dit livre a 8 titres, dont 2 sont ceux qui nous intéressent particulièrement pour le bloc que nous avons l'intention de développer. Il s'agit du deuxième titre se référant au régime patrimonial du mariage et du troisième titre se référant aux unions concubines. Nous approfondissons ensuite le deuxième titre, le régime patrimonial du mariage, réglementé par les articles 446 à 508 du Code civil et commercial. Nous allons remarquer comment ce second titre est subdivisé en 3 chapitres. Chapitre 1, renvoyant aux dispositions générales. Chapitre 2, fait référence au régime communautaire. Et le chapitre 3, se référant au régime de la séparation des biens. Nous soulignons ce qui suit, la subdivision qui est faite de ce titre dans ces chapitres n'est pas capricieux, puisque le chapitre 1, où se trouvent ces dispositions générales, comme nous l'avions prévu, est applicable aux 2 régimes patrimoniaux réglementés en matière civile et commerciale code, c'est-à-dire à la fois au chapitre 2, c'est-à-dire le régime communautaire, et au chapitre 3 se référant au régime de la séparation des biens. Quelles questions, par exemple, sont normalisées, réglementées dans ces dispositions générales, et soulignant qu'elles ont un caractère impératif, s'appliquent inexorablement à tous les époux, n'ont aucun moyen d'abstraire, sortent du champ d'application. Pour l'usage ou la simple application de l'autonomie de la volonté, elle sera toujours applicable. Je leur ai dit que, par exemple, une question est réglementée, par exemple, c'est le soi-disant consentement pour les droits, pour la disposition des droits sur le logement familial. Réglementé à l'article 456 du Code. Familiarisons-nous un peu avec la logique du nouveau Code. Dans le nouveau Code civil et commercial, il y aura 3 classes de promotion, 2 d'entre elles applicables au mariage et les autres applicables au concubinage. Eh bien, par exemple, dans ces dispositions générales, il y aura une réglementation spécifique pour l'un de ces types d'assentiment. Je réitère encore, la sanction de la disposition des droits sur la maison familiale, article 456. Une autre question qui sera réglée dans ces dispositions générales sera le système de responsabilité pour les doutes, qui d'une certaine manière n'est pas aussi efficace pour la pratique notariale, mais l'est pour l'avocat opérateur judiciaire. Autre question qui y est également réglementée, celle qui renvoie aux procurations, les pouvoirs que les époux peuvent s'accorder l'un à l'autre. Il va y avoir un règlement spécifique qui va établir certaines caractéristiques et certaines limitations au moment de l'attribution des pouvoirs et des conditions entre eux. Toutes ces questions, soulignons-le encore une fois, sont applicables au régime de la communauté ou au régime de la séparation des biens. Enfin, si nous approfondissons le troisième titre de ce deuxième livre sur les relations familiales, d'accord ? Il s'avère que nous avions anticipé qu'il s'agit d'unions de coexistence aujourd'hui réglementées aux articles 509 à 528 du Code. Ce troisième titre est subdivisé en 4 chapitres. Le chapitre 1 porte sur la constitution et la preuve, le chapitre 2 sur les accords de cohabitation, le chapitre 3 sur les effets des unions de cohabitation pendant la cohabitation et le chapitre 4 sur la question des effets au moment de la cessation de la cohabitation. Nous soulignons et anticipons d'une certaine manière ce que nous allons approfondir plus tard en matière de cohabitation, par exemple, dans un certain cas et sous une certaine exigence, l'octroi d'un type ou d'une classe d'assentiment sera requis dans le monde ou la pratique notariale. On pourrait appeler ou dire d'une certaine manière un accord de coexistence pour la disposition de ce que nous allons étudier plus tard, une certaine classe de biens et dans certaines circonstances. ¿No estamos? Bien, ese es el desafío que vamos a comenzar entonces a desarrollar y que vamos a poner de manifiesto en los videos que siguen a continuación.